C'est dans sa ferme natale, où il s'est installé, que Jean-Pierre nous parle de son entreprise de travaux agricoles. Ben en fait, en 85, là, au retour de l'armée, il fallait que je fasse quelque chose, étant donné qu'on était sur une petite exploitation, que mon père était jeune. Donc, comme j'aimais un peu les machines, j'ai eu l'idée d'acheter un premier tracteur et une épareuse que j'ai fait donc fin 85, et je me suis installé début 86 à mon compte avec un tracteur d'occasion et une épareuse. Et donc, petit à petit, après, j'ai développé un petit peu l'entreprise, quoi. Voilà. À l'époque, les seuls entrepreneurs qu'il y avait, c'était, il y avait un péliste à Esquioul et il y avait un gars avec un bulle qui était ici, basé à l'hôpital Saint-Blaise. Il n'y avait pas beaucoup d'entreprises. Donc en 88, j'ai acheté mon premier tracteur neuf. Et j'ai acheté mon premier broyeur aussi en 88, et c'est surtout cette activité-là qui s'est développée progressivement, quoi. Donc au début c'était les broyeurs agricoles, et puis par la suite en 90, il y a le premier broyeur forestier qui est arrivé. C'était un broyeur forestier simple à axe vertical, et un développement petit à petit aussi par l'achat d'autres broyeurs. De cette activité broyage et épareuse, quoi. L'activité agricole a quand même évolué depuis que j'ai commencé. À l'époque, on avait commencé sur du broyage agricole parce qu'il y avait une demande de ça, du fait des structures qui étaient, des parcelles qui étaient nettoyées, et les gens allaient quand même nettoyer des parcelles qui étaient difficiles d'entretien et tout ça. Bon, maintenant, le fait de l'évolution de l'agriculture a fait qu'il y a, par rapport à mon installation, il y a beaucoup moins de fermes. Il y a plein de fermes qui se sont fermées, donc qui ont arrêté, quoi, du fait de la retraite ou parce que les gens sont partis. Les exploitants qui continuent, c'est des gens qui ont récupéré davantage de surface. Bien souvent, ils sont un ou deux. Deux, c'est déjà très bien, mais bien souvent, ils ne sont plus qu'un à travailler sur l'exploitation. Donc, ils ont de gros problèmes de main-d'œuvre, et ça fait qu'ils sous-traitent pas mal de travaux à des gens comme moi, quoi, des professionnels de l'entreprise, quoi. L'achat de ce tracteur à chenilles m'a aussi obligé à investir dans un porte-char à 3 essieux pour pouvoir porter le poids quand même important de cette machine, de son broyeur et du broyeur du tracteur qui tracte le porte-char. Et donc fin 2016, j'ai acheté un porte-char à 3 essieux pour pouvoir aller d'un chantier à un autre en ayant le moins de contraintes possible par rapport aux gens qui font appel à un transporteur, quoi. Voilà. La pente, c'est en soule, comme tout le monde sait. Il y a beaucoup d'endroits relativement pentus. Puis c'est aussi des endroits qui sont que packagés par le bétail, et qu'il est nécessaire d'entretenir quand même au moins une fois tous les 2 ans, voire tous les ans. Et donc c'est un peu plus délicat le travail en pente par rapport au plat, parce qu'il faut tenir compte des problèmes d'adhérence, d'équilibre. Il faut jouer avec les conditions météo, c'est pas toujours évident, quoi. Voilà, donc petit à petit, on a investi dans du matériel un peu plus adapté, plus spécifique. D'abord, c'était des tracteurs plus larges, des transmissions qui étaient aussi plus fiables dans les pentes. Et puis après, petit à petit, on est passé sur des engins un peu plus spécifiques, comme celui qui est derrière moi, quoi.
Un tracteur agricole qui a été modifié, sur lequel on a adapté quatre chenilles pour avoir une surface en contact au sol beaucoup plus importante que les roues standards, ce qui permet d'avoir une meilleure adhérence et surtout un meilleur équilibre lors des dévers, parce que comme vous le voyez, cette partie ferraille qui est au ras du sol lui donne, c'est très lourd et ça lui donne quand même beaucoup d'équilibre par rapport au tracteur à roues. Et l'autre avantage, c'est la surface en contact. Cette chenille, par rapport à une roue de la même largeur, la publicité de la marque dit qu'il faudrait 5 pneus de la même largeur côte à côte pour faire la même surface en contact au sol, ce qui évite de faire des ornières et ce qui rend beaucoup de surface en contact au sol, ça améliore énormément l'adhérence. Et dernièrement, on a développé un peu une activité de broyage de pierre. Ça s'est fait un peu au hasard des marchés. J'ai eu un marché sur la pierre Saint-Martin quand la station a été transformée, là, c'est il y a 3 ans là, maintenant. Et donc il y avait tout un marché de broyage de pierre sur les pistes de ski. Donc je me suis un petit peu intéressé. On a essayé de voir ce qu'on pouvait faire. Et donc les responsables là, de la station nous ont fait confiance. Et ça a été mon premier gros marché en broyage de pierre. Et petit à petit, de ce marché de broyage de pistes de ski, on s'est intéressé aussi à du broyage sur des chemins de montagne, sur les communes de montagne, parce qu'elles avaient quand même un problème avec le ravinement qui est important en montagne. Et cela a été relativement concluant. On a commencé par broyer directement les pierres au début, ce qui a été difficile dans certains endroits du fait de la nature des pierres. Et petit à petit, on a commencé à intégrer un brise-roche pour casser les plus grandes pierres, pour rendre le travail un peu plus facile pour le broyeur de pierre. Et là, dernièrement, avec un ancien chauffeur à moi qui s'est installé à son compte avec une plus grosse pelle que celle que j'ai, donc on a fait plusieurs chantiers. Avec lui, il a adapté une dent, il secoue quand même relativement bien les rochers de ces chemins. Il y a 6 employés sur l'entreprise, donc il y a 4 CDI et 2 apprentis. Alors moi j'ai commencé un bac pro forestier en seconde, mais ça ne m'a pas plu, donc du coup je suis parti vers un milieu en apprentissage à Vic-en-Bigorre, à côté de Tarbes, par apprentissage en 2 ans. Et du coup, il fallait que je cherche un patron, quoi, du coup. Et j'ai trouvé Jean-Pierre Suite par connaissance de mes parents. Et comme il avait travaillé chez moi, il m'avait très plu par ses engins. Et du coup, je me suis proposé et il m'a accepté. Et depuis, je me plais très bien chez lui, il m'explique bien, j'apprends et je fais ce que je peux avec ce que je sais. Je pense qu'il faut quand même rester confiant. L'agriculture, je ne sais pas trop ce qu'elle va devenir. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que quand même la Soule et les environs ici, il y a beaucoup de gens quand même qui font du produit de qualité. J'espère que ça, c'est quelque chose de positif pour l'avenir. En tout cas, c'est ce que je souhaite, parce qu'on a de très bons produits ici. Et comme je circule un petit peu, j'ai vu d'autres endroits où ce n'est pas du tout le cas. J'espère que ça peut être un potentiel pour notre très belle région de la Soule, quoi. La pratique du football à Mauléon est née sous le patronage Maoulé Tarak dans les années 1930.
Une pensée pour le président historique du club, M. Jeannot Lasserre, qui a passé plus de 30 ans au sein du club. Le monsieur football de Mauléon, ce passionné, entièrement dévoué à son club, proche des jeunes et soucieux de leur avenir, serait heureux de voir aujourd'hui une école de football aussi riche en nombre et en qualité, encadrée par des éducateurs soucieux de leur inculquer ses valeurs et ses ambitions. Je suis au SM Foot depuis maintenant 13 ans. Je suis arrivé au football à Mauléon parce que mon fils désirait faire du foot. 3 ans après, j'ai pris la présidence du club. C'est vrai que le club en lui-même était un petit peu dans le déclin. Donc il a fallu, avec mon bureau, surtout avec Francis Fidel et quelques poignées d'éducateurs, remonter un petit peu tout ça. Et un travail a été fait énorme parce que 10 ans après, il y a quand même 266 licenciés. Les 266 licenciés, pourquoi? Parce qu'on a mis des éducateurs, surtout des jeunes qui ont joué au club, autant de Jeannot Lasserre, et qu'on a pu récupérer justement, et puis qu'on a formé justement aussi au niveau des stages et des formations. Et c'est pourquoi les 266 licenciés prouvent que le travail a été plus ou moins accompli, mais peut être encore plus accompli si c'est vrai que c'est au niveau de l'infrastructure. Bon, le terrain d'honneur il est bien, mais c'est vrai qu'au niveau entraînement c'est très compliqué. On a un terrain d'entraînement qui, c'est vrai que l'hiver, une période d'hiver, c'est un terrain déplorable, on ne peut pas s'entraîner dessus, on est obligé d'aller en salle. Et c'est pour ça qu'avec la mairie de Mauléon, on travaille dessus sur un projet de synthétique. Et j'espère qu'un jour, il verra le jour. Donc. Et l'apothéose cette année, c'est l'équipe senior A qui a gravi justement un échelon de plus donc en Régional 3 et a pu faire une finale de Coupe des Pyrénées qu'il n'y a jamais eu au club, juste une demi-finale. Et tout ça grâce à tous ces seniors. Donc l'un des artisans phares de cette montée et de cette coupe, c'est Sébastien Burguburu, un des cadres du club, un des plus anciens, qui vous en parlera plus facilement que moi. Oui, donc comme l'a dit le président Bourtiot, cette année effectivement elle a été exceptionnelle, notamment pour les seniors A, avec cette finale de Coupe des Pyrénées qu'on a malheureusement perdue. Et puis là, depuis dimanche dernier, la montée qui est assurée désormais en Régional 3. Bon, la finale de Coupe perdue nous laissera évidemment beaucoup de regrets. C'était sûrement la dernière finale de Dominique Agagaray. On aurait aimé lui offrir cette victoire pour sa dernière saison. Du coup, je le soupçonne de vouloir empiler une saison de plus pour essayer de gagner quelque chose avant de partir. On verra bien. Et puis donc voilà, une année exceptionnelle. Et puis pour qu'on puisse poursuivre notre progression, voilà, là on a un souhait. Ça serait qu'on puisse avoir un joli terrain synthétique flambant neuf ici pour qu'on évite les arrêtés municipaux. Je crois que cette année il y en a eu une douzaine et une quinzaine de matchs décalés sur les pelouses d'Oloron, Navarinx et Saint-Palais, qu'on remercie au passage parce que ça nous aura bien aidé. Est-ce que c'est intéressant de rester défenseur quand il n'y a pas d'attaquant? Non. Pourquoi? Et aussi faire la passe quand on est en prison. Donc je suis RTJ. RTJ ça veut dire responsable technique jeune. Ça veut dire que je m'occupe de l'école de foot, donc des U7 à U13 au club de Mauléon. L'école de foot, donc, pour nous, ça représente une centaine d'enfants. Donc un effectif qui est en train d'évoluer au fur et à mesure, beaucoup de succès. On a de plus en plus d'enfants et de la quantité, donc ça fait du monde à gérer. Aussi de la qualité, puisqu'on a les U11 par exemple qui jouent au plus haut niveau auquel ils puissent évoluer en excellence. Donc voilà, des signaux très positifs pour nous chez les petits. Et on souhaite continuer dans cette dynamique-là et surtout pas tomber dans l'élitisme. Nous, notre but, c'est de proposer à tous les jeunes du coin de pouvoir jouer au foot. Et derrière, nous, on s'adapte par rapport au niveau de jeu de chacun pour proposer un niveau de compétition adapté et que tout le monde progresse et que tout le monde s'amuse. Donc voilà, chez nous pour les jeunes. La grosse nouveauté pour nous cette année sur le terrain, c'était la création d'une équipe féminine, chose qui nous tenait à cœur parce qu'on n'a jamais eu d'équipe filles chez les jeunes à Mauléon. Donc on a créé une équipe de filles de 11 à 14 ans qui jouent contre les clubs du département où il n'y a que des filles qui jouent en face et voilà, qui peuvent progresser et jouer entre filles ici. Donc je passe un appel, s'il y a des filles de 11 à 14 ans qui veulent venir jouer au foot, c'est possible, ça existe à Mauléon. Et venez surtout, mais nous, ça nous fera plaisir d'essayer sur l'entraînement, voir ce que ça donne. Donc voilà pour les nouveautés au niveau du terrain. À l'extérieur aussi ça se bouge puisqu'il y a eu cette année la création d'un bon Panini, mais ça c'est Dominique qui va vous en parler, il vous expliquera mieux que moi. On n'était pas là. Voilà. Oh, j'ai pas. Iker, chaud, Rabadiat.
Bon, en gros, j'ai tout. Bon ben voilà, moi je vous parle des Panini, du projet Panini que le club a mis en place cette année. Donc on avait trouvé marrant l'idée que le club puisse avoir un album à son effigie. Et donc on a mis ça en place en septembre. Et avec pour objectif, avant tout, pas un objectif économique, c'était pas l'idée de se faire de l'argent dessus, mais plutôt de fédérer le club. C'est-à-dire qu'en faisant cet album-là, que chaque licencié ait son image dans l'album et puisse se reconnaître les uns les autres à travers les différentes équipes du club. Et puis qu'il y ait une émulation à travers ça, c'est-à-dire qu'ils fassent les échanges dans les cours de récréation, le mercredi après-midi après les entraînements. Et voilà, ça c'était l'objectif premier. Le second objectif de cet album, c'était de pouvoir avoir un objet, un livre donc, qui puisse être un souvenir pour les années à venir, que dans 5 ans, 10 ans, 15 ans ou même 30 ans, on puisse ressortir ce livre-là et qu'on puisse se souvenir de qui était présent, qui était là et qui, voilà. C'est avoir un souvenir qui puisse perdurer dans les années à venir. Et la seconde nouveauté donc, du club cette année, c'est l'équipe féminine, mais ça Margot en parlera bien mieux que moi. Ce qui m'a amené au foot, c'est l'esprit d'équipe, parce que quand on est en équipe, c'est pas comme au tennis qu'on est tout le temps tout seul, et on a des coéquipiers qui nous entraînent et ce qui me plaît beaucoup. J'ai toujours aimé le foot, même quand j'étais toute petite à l'école ou comme ça, je jouais tout le temps. Mais j'ai pas voulu commencer parce que je devais jouer avec les garçons et c'était pas forcément bien, quoi. Alors que cette année-là, on a créé une équipe féminine et là, c'est vraiment super. Bai, ordin nik badira aspaldi zanko baluan da inizala, zenta 5 urtetan hasi niz eta guai batut 26. Hor hainiz heltien taldian eta trebazale niz ebai ahimetzi urteko entako. Eta aldetik normala izan da trebazale bai izatia, zenta ikusi dut azken urte horietan gehoz eta haur habo horratiela zanko baluan aitzea, gehoz eta laguntzale habo beharra da eta horradia bai. Eta ordian normala da atzamaiten dut, sibeotarra izanki, ebenko gu ezanko baluko kluba entako implika. Plaisir, les amis, passion, s'amuser, arte, joie, jeu, défense, goal. Bonjour à tous, c'est à Tardets que je vous amène aujourd'hui, sur cette belle place de Tardets, où nous allons à la rencontre de Jacques. Jacques est un ancien commerçant et il nous reçoit pour nous présenter sa nouvelle activité. Merci de nous recevoir. Hein. Voilà, bienvenue à Autosoula et à Tardets, principalement. Ça fait un petit moment que j'entends parler de toi. J'ai des clients en magasin qui m'ont dit des choses un peu extraordinaires. Donc, j'aimerais avoir quelques petites questions. Déjà, ici, c'est la droguerie. C'était la droguerie. C'est la droguerie, mais c'est fini. Ah oui, en juillet, j'ai fini. Et tu es passé à la retraite. Ah,
Alors Jacques, comment on appelle ton métier? Magnétiseur? Magnétiseur. Magnétiseur. Voilà. Magnétiseur. Et alors ça, je continue maintenant comme activité pour essayer de soulager les gens. Dis-moi, je sais que ton papa, à l'époque, soignait les animaux à Moléon, il était très très connu. Est-ce qu'il t'a laissé quelque chose? Est-ce que c'est un don que tu as ou il t'a laissé quelque chose? Non, ça c'est je pense que c'est, on peut pas appeler don, on peut appeler comme on veut, c'est dans les gènes. Enfin, je sais pas, don c'est un grand mot, donc c'est dans les gènes. On a ça, on est avec ça ou non. Alors, écoute, maintenant ta nouvelle profession, si on peut dire, c'est soigner les gens. Et les aider, oui. Et les aider. Voilà. Tu peux me montrer où ça se passe? Oui, ici. Allez, on y va. C'est un petit local que j'ai aménagé dans le magasin. Ok. Pour recevoir quelques patients. Ah oui, c'est le cabinet de... Voilà, c'est là où j'exerce. Ah, tu exerces. Ici, quoi, ce petit schéma que je vois là, c'est l'anatomie, ça? Ça, c'est les énergies. Enfin, en parlant simplement, c'est les énergies. Pour te donner un exemple, si tu manges quelque chose qui ne te va pas, ou qui ne t'a pas allé, ou quelque chose, un aliment avarié, tu auras un problème au niveau de l'estomac, du foie, certainement, des intestins. Alors, il y a 7 points. Et ces 2 points, ils vont être perturbés. Ça, c'est des énergies qui seront perturbées, dues à l'estomac, enfin, aux intestins. Donc, notre rôle à nous, c'est d'équilibrer toutes ces énergies. Voilà, de équilibrer. Et ça, c'est des choses que tu as étudiées? Non, on fait beaucoup de gens sont au courant de ça. Il n'y a pas besoin d'être thérapeute pour non, ça, on ne trouve pas tout ça sur l'internet. Et j'ai vu, alors avant de venir, je me suis un petit peu renseigné, j'ai vu que tu faisais partie d'une. Comment dire du GNOMA. Oui, c'est ça. Le GNOMA, c'est le Groupement national pour l'organisation des médecines alternatives. C'est ça. Voilà. Il a été créé en 1950 par un docteur Coué, qui était chirurgien et un magnétiseur, Saint-Sauvin, il s'appelait à l'époque. Et il a été créé justement pour montrer le sérieux des médecines alternatives et des thérapeutes qui sont dans ce groupement et pour essayer de valoriser Ça, on sait que ça existe, les médecines alternatives, il existe beaucoup de charlatans. C'est ça. Est-ce que dans cet organisme, comment on fait pour arriver? Non, une seule demande ne suffit pas. Ah, c'est ça que je veux savoir. Non, mais ils vous testent, ils viennent se faire ausculter, il te faut le casier judiciaire vierge, tu passes du temps de n'importe quoi, dans le terrain. Tu fais toujours la demande, mais tu ne rends pas comme ça. Parce que le problème de ce qu'on entend tout le temps, c'est qu'il y a des gens qui font des qui... Après, ça ne veut pas dire que tous ceux qui exercent hors GNOMA, qui font partie du GNOMA, ne seront des charlatans non plus. Voilà, c'est justement pour bien quadriller qu'ils ont fait ça. Et pour être reconnu nationalement. Quelqu'un qui vient te voir doit te dire j'ai mal ceci, j'ai mal quelque part, j'ai pas mal. C'est-à-dire tout le monde s'y vient, c'est qu'ils savent qu'ils ont un problème déjà. Oui. Et c'est à nous, justement, comme je t'expliquais tout à l'heure, à revoir les énergies qui sont faibles et c'est de les je le dis comme ça, mais de rebooster, de redonner de l'énergie et que tout le corps soit en harmonie. Et la personne, quand elle se trouve sur la table, elle sent une détente terrible. Elle sent que son corps s'enfonce dans la généralement c'est ça. Son corps s'enfonce dans la table. Et il semble qu'ils vont tomber par terre. C'est parce que lorsqu'on a un problème, on ne se rend pas compte, mais le corps se tend. Il y a une tension qui se fait. Un problème, peu importe à quel endroit du corps, on a une tension. Et si nous, par notre magnétisme, on arrive à soulager cette tension, le corps se lâche. Alors, les gens se mettent, pas tout le monde, mais certains se mettent à bailler. Moi j'ai vu des gens, des personnes qui commencent à me ronfler sur la table. Parce que ça détend terrible, parce qu'on harmonise tout le corps d'un coup. Est-ce que tu trouves le mal? Est-ce que tu sais, tu te dis, tiens, lui, il a mal au foie, il a mal à... Non, déjà ils ont été chez les médecins, c'est ce qu'il faut faire. Donc tu le sais, tu sais pourquoi ils viennent. Déjà ils viennent et ils savent qu'est-ce qu'ils ont. Ouais.
Ah oui, ah oui. Alors, ça, voilà, Nous sommes un accompagnement des traitements de médecine générale. On fait que de l'accompagnement, voilà, on aide les gens. D'accord. On a discuté un petit peu, tu me disais, tu me parlais de 2 caisses à outils, ça m'intéresse. Oui, voilà. Est-ce que tu peux m'expliquer? Chaque magnétiseur, enfin souvent le magnétiseur, il est magnétiseur et il a d'autres spécialités. Il peut avoir une autre spécialité. Il peut faire la géobiologie, il peut faire de la réflexion plantaire, il peut faire du rebouteux, il peut faire il y a plein de branches, quoi. Et alors il se sert de... Puis chaque thérapeute a sa sensibilité. Et alors on s'accommode en fonction du patient, on ouvre une caisse à outils ou 2, ou certains en ont 3. Et voilà, moi j'en ai 2, c'est magnétiseur et rebouteux. Alors en fonction du problème que tu viens me voir, mettons que tu as mal à la cheville, le magnétiseur, lui, il va t'enlever de l'inflammation. Voilà, il va te soulager la cheville. Mais s'il y a quelque chose qui n'est pas bien à sa place, le magnétiseur ne le fera pas. Là, ça sera dans mon cas. Hein. Là, je sors l'autre caisse à jour, l'autre caisse à outils, je sors le rebouteux. Et là, je remets en place. Ah, d'accord. Voilà. Ouais. Alors, Jacques, par exemple, voilà, moi j'ai un problème, je vais te le dire lequel, c'est un problème d'épaule, je joue à pelote et j'ai très mal, je n'arrive pas à lever. Alors, c'est peut-être un problème de vieillesse, je ne sais pas. Non, mais ça. Mais j'aimerais savoir, toi, si jamais quand tu me regardes, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu ressens les choses? Oui, mais après je vais vite le trouver. Après, un problème d'épaule, c'est plus dans le système d'énergie pour moi. Il y a aussi des énergies qui ne circulent pas à l'épaule parce qu'il y a un problème. Mais là, je considère différemment. Alors voilà, je veux faire l'expérience avec Jacques, juste voir comment tu pratiques. Voyons, tu peux me montrer? Voyons vite sur 2 mouvements pour voir. Voyons. Voilà, je vais te dire. Ici déjà, enfin je vais faire, on va faire que ça. Hein. Oui, ici tu as déjà l'omoplate qui passe à sa place. D'accord. Et l'omoplate fait partie de l'articulation de l'épaule. Okay. Alors à partir de là, tu as déjà un problème. D'accord. Voilà pourquoi l'épaule ne fonctionne pas bien. Oui. Voilà. Après il peut y avoir un second qui s'ajoute. Voilà. Mais on va le régler après le reportage. Ok. Cher ami. Et Jacques, au fait, tu me soignes, combien ça coûte? On peut parler de prix? Oui, c'est tabou de parler de sous dans ce métier? Non, c'est pas tabou. Mais la consultation coûte ici coûte 40 €. Et pour 3 quarts d'heure, 1 heure de soins, suivant le cas. Hein. Et après, je travaille beaucoup aussi, je travaille aussi au téléphone. Par téléphone. Voilà, je voulais qu'on en parle aussi. Voilà. Et alors, je travaille je ne peux faire que principalement du magnétisme. On peut arriver à bouger des choses même par téléphone, mais on ne peut pas tout faire. Alors c'est compliqué. Et alors là c'est plus du magnétiseur. Par téléphone ça fait le même effet que si la personne allongée ici et qu'elle est chez elle. Elle peut être à Strasbourg, elle peut être à Marseille, elle peut être où elle veut. Elle sentira les mêmes choses. Elle aura les mêmes sensations. Mais comment toi tu peux ressentir des choses avec un téléphone? C'est ça? Ça me paraît alors... Parce que la personne, tu la vois pas, tu la sens pas, tu sais pas qui elle est. J'ai pas besoin d'avoir sa photo, j'ai pas besoin de savoir si la personne a... Mais ça se passe comment, toi? Qu'est-ce que tu ressens réellement? Si tu veux, c'est compliqué à expliquer. Hein. C'est dur à comprendre aussi, et à expliquer aussi. Ouais. Alors, pour moi, il y a chacun émet une fréquence. Et que j'ai pas la photo, que je ne connaisse pas la personne de vue, si elle est grande, elle est petite, grosse, mince, ça m'importe. Et avant l'appel, je sais je suis sur sa fréquence et automatiquement ça va et je suis dessus elle. Enfin, façon de parler dessus, je suis déjà sur elle, prêt à traiter. Même le traitement a commencé puisque je suis branché sur elle. Par rapport à la médecine traditionnelle, est-ce que tu travailles avec eux? Non, nous sommes... certains médecins m'envoient des patients avec des saunas, voilà. Mais nous ne sommes qu'un complément de la médecine traditionnelle. Il m'arrive quelquefois, et pas toujours, des patients qui se sentent mieux après la séance, et ils m'appellent au bout de 2 jours, ils me disent « Ah, je vais arrêter le traitement ». Je leur dis surtout pas, continuez le traitement, et si vous vous sentez mieux, allez voir votre médecin traitant, et lui,
c'est le seul apte à vous dire si vous pouvez le diminuer, l'arrêter ou le continuer. C'est le seul apte. Moi, je n'ai pas de... Non, c'est différent. D'accord. Il t'arrive des fois d'avoir un patient où il ne se passe rien, tu lui dis non mais je peux pas. Ça t'est déjà arrivé? Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est parce que... non, c'est parce que... Où on n'a pas trouvé. Voilà. Ouais. Mais tu le reconnais, tu peux dire, là j'y arrive pas. Là j'y arrive pas. Non, c'est pas possible. Non, non. C'est pas possible. Je peux pas le faire, je peux pas le faire. D'accord, d'accord. Okay, merci beaucoup et bonne continuation. Voilà. Merci de m'avoir reçu. À toi aussi. Ciao. Voilà, merci.